Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Acteurs de la science. Collection dirigée par Richard Moreau, professeur honoraire à l'Université de Paris 12. Et Claude Brzezinski, professeur émérite à l'Université de Lille. La collection Acteurs de la science est consacrée à des études sur les acteurs de l'épopée scientifique moderne, à des inédits et à des réimpressions de mémoires scientifiques anciens, à des textes consacrés en leur temps à de grands savants par leurs pairs, à des évaluations sur les découvertes les plus marquantes et la pratique de la science. Dernière parution. Yves Delange, Conversation au bord de la Sorgue, Jean-Henri Fabre et Louis Pasteur, 2011. André Audoineau, D'un pays à l'autre. Chronique d'un médecin colonial, 2011. Roger Tessou, L'Aigle et le Caducée. Médecin et chirurgien de la Révolution et de l'Empire, 2011. Henri de Lorna, Les tribulations d'Henri en Pologne occupée, 1941-1945. Témoignage, 2010. J. Boulaine, R. Moreau, Pézère, Éléments d'histoire agricole et forestière, 2010. Jean C. E. Accent aigu A, Une vie de mathématicien. Mes émerveillements, 2010. Bernard Feduti, Copernic, Kepler, Galilée face au pouvoir, 2010. David Annie, Rencontre avec des guérisseurs. Magnétiseur, radiesthésiste et rébouteux en Champagne-Ardenne, 2010. Richard Moreau, Pasteur et Besançon. Naissance d'un génie, 2009. Jean-Dominique Bourza, Une dynastie de jardiniers et de botanistes, les Richards. De Louis XV à Napoléon III, 2009. Thomas de Vittori, Les notions d'espace en géométrie, 2009. René Valery Rado, La vie de Pasteur, 2009. Roger Tessou, Une histoire de l'ulcère gastro-duodénal, 2009. Nausicaa Sabalios, Le système de santé Navarro. Savoir rituel et scientifique de 1950 à nos jours, 2009. Jérôme Janicki, Le drame de la thalidomide. Un médicament sans frontières, 1956 à 2009, 2009. Étienne Mollier, Mémoire d'un inventeur. De la photographie 35 mm au rétroprojecteur 1876 à 1962, 2009. Pierre de Félix, Histoire de l'optique, 2009. Avant-propos. De la langue française, le mot « santé » est un des plus valorisés car la santé est, avec le temps, le principal sujet de conversation. Comment allez-vous ? Ainsi débute le plus souvent une conversation, même brève, entre deux personnes. Si en ce début du XXIe siècle, la maladie et la médecine occupent une place très importante dans la vie des individus et de la société, la santé a toujours été en tout temps et en tout lieu une préoccupation majeure des gens car non seulement le malade souffre, mais il est aussi dans l'incapacité de travailler, et son mal risque donc de le conduire ainsi que les siens à la pauvreté. Il ne peut pas non plus participer aux manifestations sociales, et se trouve donc bientôt isolé, coupé du reste de la communauté. D'ailleurs, un dicton affirme que brebis malade s'écarte du troupeau, et de nombreux autres proverbes expriment l'idée que la maladie est le malheur suprême qui peut frapper un individu, qu'elle est pire que la pauvreté car mieux vaut corps que bien, santé vaut mieux que richesse. Seulement, si les individus et les sociétés se sont toujours attachés à atténuer la douleur et à combattre la maladie, la lutte contre les maux du corps n'a pas toujours revêtu les formes qu'on connaît aujourd'hui. La manière dont une population, à une époque donnée, lutte contre les affections de l'organisme dépend en effet de différents facteurs, des connaissances scientifiques en matière médicale certes, mais aussi de la manière dont cette société perçoit et interprète la maladie, des relations qu'elle entretient avec la médecine et avec ceux dont la tâche est de soulager et de guérir, de son niveau de vie, du rapport des patients à leur corps. Ainsi, la résistance physique des paysans qui constituaient la grande majorité du corps social dans le Limousin et le Périgord du XIXe siècle, leur capacité à endurer la douleur, nous apparaissent surprenantes. Pour eux qui savaient que leur profession nécessitait solidité et robustesse, qu'elle s'accompagnait donc fatalement de maux, pas question de s'arrêter de travailler à la moindre souffrance, et si par malheur ils devaient s'aliter, ils ne cessaient de répondre à ceux qui leur rendaient visite, n'aient besoin de ré. Puis, dès que disparaissaient les symptômes les plus violents, ils se déclaraient guéris, se levaient, se promenaient dans le village, et enfin, le plus rapidement possible, reprenaient les travaux des champs.
De son côté, l'entourage mettait longtemps à porter attention à une personne dont la santé s'altérait. En forçant un peu le trait, l'abbé Gors écrivait en 1896 dans son livre Au bas pays du Limousin : « Ce malade est à 2 doigts de l'agonie qu'on ne s'en aperçoit souvent pas. Tant qu'il mange encore un peu, qu'il ne pousse pas de cris trop véhéments et qu'il n'a point de contorsion trop nerveuse, tout est réputé aller bien. » Bien négligente pour un adulte, une partie de la société l'était encore plus si l'on en croit certains praticiens, lorsqu'il s'agissait de nourrissons qui n'avaient vu le jour que depuis quelques mois. Que peut faire, disait-on, un médecin à celui qui est incapable de décrire ses souffrances, qui ne sait que pousser des cris, des plaintes et des gémissements. À la fin du Second Empire, un médecin de la Haute-Vienne allait même jusqu'à affirmer que de toute manière, la mentalité des paysans était si rude qu'en général ils ne considéraient pas comme un grand malheur la perte de ces bébés qui ne donnaient que de la peine et étaient incapables de rendre le moindre service. Certains de ses confrères ajoutaient que les vieillards étaient aussi souvent considérés comme des bouches inutiles qui mangeaient et travaillaient peu ou pas, et qui, de ce fait, étaient non seulement privés de soins mais aussi maltraités. Les malades périgourdins et limousins qui ont vécu entre la période napoléonienne et la Première Guerre mondiale ne nous ont pas laissé de témoignages directs retraçant leur expérience et exprimant leur souffrance. Leur histoire ne peut être connue que de façon indirecte, qu'en creux, à travers le discours des autres, essentiellement des médecins qui ont produit la majorité des archives. Peu armés techniquement, mais proches de la réalité sensible et vécue de la maladie, les thérapeutes provinciaux du XIXe siècle ont en effet beaucoup observé, écouté et écrit. Or, une distance, un profond fossé social et culturel séparait ces hommes de savoir issus de milieux au moins relativement aisés et les gens du peuple très peu instruits. Aussi, à quelques exceptions près, les praticiens qui jugeaient en fonction de leur propre monde et de leurs propres valeurs considéraient leur clientèle populaire des villes, et encore plus des campagnes, comme des attardés qui croupissaient dans leur obscurantisme, leur ignorance, leurs préjugés, qui n'écoutaient pas les conseils on leur prodiguait, se soignaient contre toute logique en recourant au service des empiriques, des charlatans, des sorciers et même des saints, et restaient sourds aux prescriptions et aux conseils éclairés des hommes de science. En dépit du ton assuré et même parfois tranchant de ceux qui l'exerçaient, la médecine n'obtint pas pendant une grande partie du siècle de résultats vraiment remarquables. Elle fut souvent inapte à soulager et à guérir. Les thérapies restaient largement impuissantes face aux épidémies et à la plupart des maladies. Avant 1860, les seuls progrès vraiment importants furent l'emploi du quinquina et plus encore du sulfate de quinine pour couper les fièvres intermittentes, et surtout la vaccination antivariolique découverte par l'anglais Jenner à l'extrême fin du XVIIIe siècle mais qui, malgré tout, empêcha pas une terrible épidémie de variole de causer environ 200 000 morts sur le territoire national, en 1870 à 1871. D'autre part, pendant toute la première moitié du siècle, les découvertes modifièrent peu l'activité quotidienne des médecins qui pratiquaient en Limousin et en Périgord, loin de la capitale, du monde des savants et des chercheurs. Les progrès considérables du savoir médical entre les débuts de la Troisième République et l'éclatement du premier conflit mondial ne débouchèrent certes pas toujours sur une nouvelle efficacité thérapeutique, mais ils permirent des avancées considérables dans certains secteurs. Ainsi, à partir de la bactériologie se développèrent la sérologie, l'immunologie et la sérothérapie. Toutefois, pendant longtemps, l'écart demeura important entre les nouvelles connaissances médicales et leur traduction dans la santé. Néanmoins, la médecine étant alors devenue vraiment scientifique, celle-ci et les médecins qui la mettaient en œuvre allaient peu à peu prendre de plus en plus d'importance parmi la population. Lentement, les malades recoururent de plus en plus aux médecins, obéirent à leurs prescriptions, se soumirent à leurs règles. La maladie relevait désormais de la médecine, elle se médicalisait et peu à peu reculait puisqu'en dépit de leurs insuffisances les praticiens étaient capables, à la veille de la Première Guerre mondiale, de combattre assez efficacement les affections les plus fréquentes de l'appareil respiratoire, de l'appareil digestif, mais aussi la coqueluche, la rougeole, la scarlatine. D'aucuns trouveront peut-être surprenant de voir traiter des accouchements, ainsi que de ceux et surtout de celles qui les pratiquaient alors dans un ouvrage consacré à la lutte contre les maux du corps. Certes, mettre au monde ne constitue pas une maladie qui affecte le corps de la femme,
mais enfanter s'accompagne comme celle-ci, et à cette époque encore beaucoup plus que de nos jours, de douleurs physiques et de risques, d'où ce choix. Chapitre 1. De bien médiocres conditions, d'existence souvent favorables aux maladies. En 1835, le préfet de la Dordogne confiait à l'ingénieur des mines et industriel Cyprien Brard la tâche d'organiser une enquête statistique concernant le département. Avant de mourir en novembre 1838, ce patron libéral et social eut le temps de mener à bien toute la partie relative à la vie rurale de cette région de la France. Parmi les 127 questions qui constituaient le questionnaire qu'il envoya à chacun des maires des 583 communes, une était ainsi libellée. Les habitants sont-ils en général de bonne constitution ? 75% des magistrats communaux répondirent que celle-ci était excellente, très bonne, généralement forte. 18% l'estimèrent assez bonne, pas trop mauvaise ou bien ordinaire, et à peine 7% la jugèrent faible ou médiocre. En réalité, l'état physique des Périgourdins, comme celui de la majorité des populations des campagnes françaises de cette époque, restait assez mauvais. En témoignent par exemple les rapports des conseils de révision. En 1828 et en 1829, le département dut fournir 880 hommes. Pour trouver ce nombre de soldats valides, on fut chaque fois obligé d'examiner jusqu'à 1800 individus, tant la population y est faible ou viciée dans certains cantons. Parmi tous les jeunes gens de la classe 1832 à la classe 1841 contrôlés en vue du service militaire, la moitié devait être exemptée pour infirmité, hernie, goitre, myopie, claudication, épilepsie, pour faiblesse de complexion, et pour défaut de taille, l'armée refusant de les incorporer parce qu'ils mesuraient moins de 1,56 m, minimum alors requis. Dans certains cantons du nord du département comme ceux de Jumillac-le-Grand, Lannoy, Saint-Pardoux, Nontron, la taille moyenne frôlait même le nanisme. Aux yeux d'un médecin de l'armée, les habitants de ces régions présentaient tous les caractères d'une espèce fort dégénérée. Ils sont en général pâles, blafards, petits ou difformes, souvent goitreux. Ils ont les pieds plats, le tronc court, les hanches élevées et touchant à la poitrine. À 20 ans, ils présentent pour la plupart l'apparence d'enfants de 12 à 15 ans. La situation n'était pas meilleure en Limousin où par exemple, en 1807, le Conseil de révision de Bourganeuf, 23, réformait 191 conscrits sur 298 pour défaut de taille. 66 mesuraient moins de 1,50 m, 59 autres moins de 1,53 m, et 66 se situaient entre 1,53 m et 1,544 m, et où 52% des conscrits de la classe 1847 de la Corrèze et des arrondissements de Limoges, Saint-Yrieix et Rochechouart en Haute-Vienne se voyaient écartés en raison d'une quelconque faiblesse physique. Pendant une très grande partie du XIXe siècle, les habitants du Bas et du Haut-Limousin, et dans une moindre mesure de la Creuse, figurèrent avec les Bretons parmi les Français les plus petits, la zone des plateaux du sud-ouest, de Rochechouart, 87 à Tulle, 19, constituant l'espace le plus déprimé de la région d'un point de vue anthropométrique. Les habitants de l'arrondissement de Saint-Yrieix étaient tellement petits que lors de la prise de taille des conscrits effectuée au moment du tirage au sort, les autorités se voyaient dans l'obligation de porter à 156 cm la taille des jeunes gens qui mesuraient légèrement moins que la taille légale minimale afin de pouvoir fournir le contingent assigné à chaque canton. Près de la moitié des jeunes gens nés dans le sud de la Haute-Vienne durant les années 1820 étaient susceptibles d'être réformés pour petitesse. Si certains facteurs génétiques ne sont pas entièrement à exclure pour expliquer l'importance des petites tailles sur le territoire du Limousin et du Périgord de cette période, les raisons principales en étaient surtout un régime alimentaire très pauvre, le dénuement, et les mauvaises conditions de vie de la grande majorité de la population. Dans une lettre qu'il adressait le 4 mars 1830 au ministre de la Guerre, le préfet de la Dordogne mettait des apostrophes. Ailleurs parfaitement en évidence le lien entre la petite stature de ses administrés et la dureté de leur existence. Sur 2556 hommes appelés au concours, la moitié à peu près a dû être exemptée du service, 304 pour défaut de taille et 971 pour infirmité ou faiblesse de constitution. La raison de la détérioration de l'espèce humaine dans les arrondissements de Ribérac et de Nontron tient essentiellement à la pauvreté de nourriture des habitants et aux localités marécageuses. Dans ces groupes humains en état de faiblesse physiologique, les maladies trouvaient bien évidemment un milieu propice à leur développement.
A. Les insuffisances de l'alimentation. Parmi tous les facteurs permettant de rendre compte de la morbidité parmi les populations limousines et périgourdines de cette époque, la médiocrité du régime alimentaire régional occupe incontestablement une grande place. 1 an Périgord. Dans son roman Jacou le Croquant dont l'action se situe pendant la Restauration, Eugène Leroy présente un repas que son héros alors jeune partage avec ses 2 parents paysans métayers. Ayant mis la soupière sur la table, ma mère nous servit d'abord, mon père et moi, puis elle ensuite, et nous nous mîmes à manger de bon goût, ayant faim tous 3, surtout mon père. Lorsqu'il eut mangé ses 2 grandes assiettes de soupe, et bu mêlé à un reste de bouillon, de la mauvaise piquette gâtée, ma mère ôta les assiettes de terre brune, décrocha l'houle de la crémaillère et versa sur la nappe de grosses toiles grises les châtaignes fumantes. C'est bon, les châtaignes blanchies lorsqu'elles sont vertes, lorsqu'elles ont passé par le séchoir, ça n'est plus la même chose. Mais quoi? Il faut bien les manger sèches puisqu'on ne peut pas les garder toujours vertes. Nous les mangions donc tout de même, avec des raves un peu grillées qui étaient au fond de l'houle en triant les gâtés pour les poules. Lorsqu'il n'y eut plus de châtaignes, mon père but un plein godet de piquettes, s'essuya les babines avec le revers de la main et se leva. À partir de ce paragraphe et de plusieurs autres figurant dans l'œuvre du romancier périgourdin, le docteur Philippe Biogeot, qui a aussi utilisé les réponses faites par les mères à l'enquête de Brard, a tenté dans sa thèse de médecine de reconstituer 2 journées repas types, celle du paysan moyen et celle du paysan pauvre de cette période. Au terme de son analyse, il conclut à une nette domination des glucides dans la ration alimentaire des habitants des campagnes. Alors qu'aujourd'hui on considère qu'un régime alimentaire équilibré doit être constitué par 55% de glucides, 30% de lipides et 15% de protides, il apparaît qu'à cette époque la proportion des glucides dépassait 60%. Le pain qui accompagnait les soupes servies à tous les repas de la journée, mais que l'on mangeait aussi sec frotté d'un ail ou avec un oignon, constituait l'aliment le plus habituel. Sa composition variait selon les lieux. Le Bergeracois viticole était un pays où, à des rares exceptions près, on mangeait du pain de froment, du pain blanc, que l'on retrouvait aussi entre Dronne et Isle ainsi que dans les villes même petites comme Exideuil. Parfois, comme dans des communes riveraines de l'île, on mélangeait farine de froment et farine de seigle, mais on pouvait aussi pétrir ensemble froment et maïs ou seigle et maïs. Le pain de maïs pur, que l'on faisait parfois alterner avec d'autres pains, se consommait dans le sud du Sarladais, à la limite du Quercy et aux confins du Lot-et-Garonne. Beaucoup d'autres types de pains pourraient encore être cités. À Chavagnac, dans le Terrassonnais, il se composait de 2 tiers froment, 1 tiers haricots rouges, orge, vesses noires et blanches, alors qu'aux alentours de Paysac et des confins du Limousin, on confectionnait un pain noir fait d'un mélange de seigle, de sarrasin et d'un quart de pomme de terre râpée. Si les riches des villes avaient l'habitude de manger du pain frais, dans les familles paysannes où 3 ou 4 semaines séparaient 2 cuissons, on le terminait même rassis, comme chez les parents de Jacou le Croquant. Un jour, mon père avait tiré de la maie une grande tourte plate de méteille avec des pommes de terre râpées et après avoir fait une croix dessous avec la pointe de son couteau se mit à l'entamer. Mais c'était tout un travail. Cette tourte était la dernière de la fournée faite il y avait près d'1 mois, de manière qu'elle était dure en diable, un peu gelée peut-être, et criait fort sous le couteau que mon père avait grand-peine à faire entrer. Enfin, à force, il en vint à bout. Mais en séparant le chanteau, il vit qu'il y avait dans la mie par place des moisissures toutes vertes. Mon père resta un bon moment estomaqué, regardant fixement le pain gâté. Mais qu'y faire, il coupa donc 3 morceaux de pain, autant à regret le pain moisi. Outre le pain, les châtaignes, les pommes de terre, le maïs à partir duquel on confectionnait des bouillies et des galettes, les oignons et les féculents, pois, fèves, haricots,
Inversement, les graisses animales, graisse de porc et d'oie, lard ou végétale, huile de noix qui fournissaient les lipides tenaient un faible rôle puisque le plus souvent les aliments étaient bouillis. Déséquilibrés au détriment des lipides, les rations alimentaires l'étaient encore plus concernant les protéines animales. La consommation de viande était en effet très peu importante. Dans l'enquête de Brard, à peine 10% des réponses font état de nourriture carnée, et encore, il ne s'agit presque toujours que de la viande salée du porc élevé et abattu à la maison. Manger les volailles de la basse-cour ou les lapins était chose peu fréquente car ils étaient destinés à être vendus au marché afin de procurer le numéraire nécessaire pour les dépenses indispensables, et acheter de la viande de boucherie était pour beaucoup chose presque impossible en raison du peu d'argent dont disposaient les ménages. Dans les campagnes, seuls les propriétaires aisés pouvaient, de temps à autre, faire l'emplette de quelques extras comme de la morue salée, du sucre, du chocolat, du café qui venaient rompre la sobriété de l'alimentation de tous les jours. Cette malnutrition permanente fragilisait bien évidemment la population et était responsable de certaines maladies telles que troubles digestifs, rachitisme en raison de la faible consommation de lait et de fromage, pélagre par excès de maïs qui contient peu de niacine, vitamine B3, tandis que la carence en vitamine C causée par la faible consommation de légumes et de fruits frais provoquait une particulière vulnérabilité aux différents assauts microbiens. Mal nourris, une importante fraction de la population périgourdine souffrit également de sous-alimentation pendant une grande partie du XIXe siècle. Pour la majorité des paysans, l'apport calorique quotidien peut être évalué à 11 000 kJ, mais pour les plus déshérités qui ne prenaient qu'un repas le soir après s'être contentés dans la journée d'un croustat de pain, la ration calorique chutait à moins de 10 000 kJ, c'est-à-dire très nettement en dessous des 16 000 kJ au jour. Oui, on estime nécessaire pour un homme de 1,70 m et de 70 kg se livrant à de durs travaux manuels, comme c'était le cas pour ces cultivateurs du XIXe siècle. Certes, les paysans périgourdins qui vécurent entre le Premier Empire et le triomphe de la République connurent les privations, le manque, ne mangèrent pas toujours autant qu'ils l'auraient souhaité, mais toutefois en particulier du fait de la généralisation du maïs, le blé d'Espagne, et de la pomme de terre introduite à la fin de l'Ancien Régime et qui à ses débuts n'avait servi qu'à l'alimentation des porcs, ils n'étaient plus affamés, ne connaissaient plus les crises de subsistance des siècles précédents. Ils mangeaient encore mal, mais ne mouraient plus de faim. Il fallut toutefois attendre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle pour observer des modifications profondes de leurs habitudes alimentaires. Jusqu'au Second Empire, leur alimentation monotone et pauvre leur valut de figurer parmi les plus mal nourris de France tout en étant cependant moins défavorisés que leurs voisins du Limousin dont le régime diététique s'avérait encore plus médiocre. 2. En Limousin. En 1814, dans son Histoire de la marche et du pays de Combrailles, le médecin Joseph Juliéton décrivait ainsi l'alimentation des gens du peuple de la Creuse. La nourriture des cultivateurs et ouvriers est grossière et peu substantielle. Elle consiste en gros pain de seigle, en galettes ou bouillies de farine de sarrasin, en lard et viande salée, en miel, laitage, raves, châtaignes et pommes de terre. Ils ne mangent de la viande fraîche et des œufs, et ne boivent du vin que dans le temps des gros travaux. 20 ans plus tard, le docteur Morelli constatait lui aussi qu'en général le peuple des campagnes des environs de Tulle se nourrissait mal. Les pommes de terre, les châtaignes, le pain de seigle et de sarrasin, le lait caillé forment avec le lard leur principale nourriture. Ajoutons qu'au printemps et en été ils sèment des raves et font de grandes plantations de choux. Ces aliments, avec la soupe qu'ils mangent 2 fois par jour, font encore partie de leur nourriture habituelle. Dans ces témoignages ainsi que dans beaucoup d'autres apparaît l'importance de la consommation de pain de seigle parfois composé avec de la farine dont on avait à peine ôté le plus gros son, beaucoup plus que de froment, et qui servait avant tout à tremper la soupe que l'on appelait bréjaude, lorsqu'elle comportait aussi des choux et du lard. En plus du pain, la nourriture de base était constituée par le sarrasin, le blé noir qui servait à préparer des bouillies et des galettes. Sur les hauteurs du plateau de Mille Vaches, dans presque chaque foyer, se trouvait près de l'âtre un seau de bois qui contenait de la farine de sarrasin délayée selon les possibilités, avec du sel, de l'eau, du petit lait ou du lait. Au moyen d'une louche en bois, on prenait cette pâte liquide qu'on répandait sur la poêle préalablement graissée avec un morceau de lard et placée ensuite sur le feu.
les pommes de terre et les châtaignes tenaient aussi une part importante dans le régime alimentaire des paysans limousins. De septembre à Pâques, ces dernières étaient servies presque quotidiennement. Après les avoir fendues pour éviter qu'elles n'éclatent, on les faisait griller sous la cendre chaude ou on les faisait rôtir dans une poêle percée de trous. On pouvait aussi les faire bouillir dans de l'eau, mais les plus appréciées étaient les châtaignes blanchies qui, dans un grand bol rempli de lait, constituaient une solide nourriture qui calmait les plus grandes faims. En juin 1854, le sous-préfet de Saint-Yrieix-la-Perche, 87, n'hésitait même pas à écrire que les 9/10 des habitants de sa circonscription se nourrissaient avant tout de ces trois produits, le sarrasin, les pommes de terre et les châtaignes. Inversement, la viande n'apparaissait qu'assez rarement sur les tables, et encore s'agissait-il le plus souvent que de simple viande de porc salée. Ce trait durable de la vie paysanne explique que le jeune Martin Nadeau, qui avait grandi durant la Restauration dans le hameau creusois de la Martinèche, commune de Soubrebost, en ne mangeant essentiellement que de la soupe, du pain, des tourteaux, des pommes de terre et du bon laitage, devait, après son arrivée sur les chantiers parisiens où il servait les maçons, et en dépit des conseils de son père qui lui recommandait de manger de la viande chaque fois qu'il le pourrait, mettre plus d'1 an avant accepter de consommer du bœuf, préférant les légumes et le fromage d'Italie qu'il se procurait chez les charcutiers. Bien entendu, toutes les populations limousines ne connaissaient pas un régime alimentaire strictement identique. Sur les hautes terres de la montagne où la culture du châtaignier était impossible, la part des châtaignes que l'on devait donc acheter était un peu moins importante que sur la zone des plateaux du sud-ouest. Dans la partie occidentale de la Basse-Marche où la culture du froment occupait une place aussi importante que celle du seigle, manger du pain blanc n'avait rien d'exceptionnel, tandis que dans le bassin de Brive le maïs figurait parfois au repas du milieu du jour. D'autre part, il est aussi évident qu'entre le Consulat et la veille de la Première Guerre mondiale, le régime alimentaire s'améliora. Mais dans les campagnes, les transformations furent lentes, portèrent pendant longtemps plus sur le nombre de repas quotidiens et les quantités disponibles qui mirent fin aux privations exceptionnelles que sur la diversité des aliments, de telle sorte qu'en 1891 le docteur Longy pouvait écrire à propos du canton d'Aigurande, 19, « La nourriture est presque exclusivement végétale. Le pain de seigle, quelquefois mélangé de froment, en est l'élément principal. Le surplus de l'alimentation se compose de galettes d'avoine ou de sarrasin, de soupe, de bouillie, de lait, de petit lait, de beurre, de fromage, de pommes de terre, de légumes, de fruits et d'un porc tué et salé en décembre ou janvier. La viande de boucherie, la volaille et le pain de froment, quoique d'un usage moins rare que jadis, sont encore l'exception. Dans les villes où les travailleurs mangeaient plus que ceux des campagnes, où la consommation de viande avait toujours été plus importante que dans les villages, les changements furent plus marqués et l'usage de nouveaux produits se répandit plus rapidement. Ce meilleur niveau de nutrition, surtout sensible à compter du dernier quart du siècle, allait s'accompagner d'une croissance de la stature des Limousins qui progressivement rattrapèrent la moyenne nationale. 3. La nourriture des bébés. En milieu rural comme dans les familles modestes des villes, l'allaitement maternel était la règle habituelle. Sa durée, en particulier dans les campagnes, pouvait être très longue. Au début de la Troisième République, les enquêteurs l'estimaient en moyenne à 16 mois dans la Creuse, et à environ 2 ans dans les villages de la Haute-Vienne. Ces mères qui nourrissaient au sein très tardivement le faisaient pour des raisons pratiques, peut-être économiques, mais aussi parce qu'elles croyaient que cette alimentation les protégeait d'une nouvelle grossesse. Si la mère ne pouvait ou ne voulait pas allaiter, le nouveau-né était alors confié à une nourrice ou nourri artificiellement avec du lait de vache ou de chèvre, bien que ce dernier eût la mauvaise réputation de pouvoir communiquer aux bambins certaines des maladies nerveuses dont souffre parfois ce capridé. Pour rendre le lait animal le plus approchant possible du lait maternel, on le coupait, selon l'âge du bébé, d'un tiers, de moitié ou des 2/3 d'eau. La boisson ainsi préparée était ensuite administrée à l'aide d'un biberon de faïence, de verre ou d'étain. Mais ce régime était loin de convenir à tous les nourrissons, et beaucoup y perdaient la santé et même la vie. D'autre part, dans les biberons qui n'étaient pas toujours nettoyés avec soin, le lait aigrissait et occasionnait fréquemment des coliques qui parfois entraînaient la mort. Prises au sein maternel ou au biberon, les tétées se faisaient sans horaire fixe, à la demande, selon les rythmes corporels de l'enfant. On le nourrissait quand il pleurait et on se gardait bien de le réveiller quand il dormait.
D'autre part, très tôt, parfois dès le 3e, voire même le 2e mois, on ajoutait au lait de la bouillie de gruau d'avoine, de blé ou de maïs, ce qui provoquait des selles fréquentes, des vomissements presque continuels, des irritations gastro-intestinales et un dépérissement rapide. Puis, après le sevrage, on donnait la panade, sorte de soupe de pain bien cuite à laquelle on ajoutait souvent au cours de la cuisson une gousse d'ail destinée à combattre les vers. Fréquemment mal préparée, vite altérée, cette nourriture causait maintes fois des flux de ventre, des entérites et des diarrhées intestinales qui en quelques jours pouvaient avoir raison du nourrisson. Mais le manque d'hygiène. Les déplorables conditions d'hygiène ont, comme les carences de l'alimentation, aussi joué tout au long du XIXe siècle, et même au-delà, un rôle déterminant dans la médiocre condition sanitaire et le taux de morbidité en Limousin et Périgord. 1. Une hygiène privée fréquemment très mauvaise. 1. Des habitations généralement malsaines. Tout au long du XIXe siècle, les auteurs locaux ne cessèrent de dénoncer l'insalubrité et la saleté de la plupart des maisons des paysans limousins. Bourgeois pleins de mépris pour les ruraux, leurs témoignages pourraient être soupçonnés de partialité s'ils n'étaient confirmés par les documents et les rapports administratifs comme celui du préfet de la Haute-Vienne qui écrivait en 1808 « La construction des maisons habitées par les cultivateurs ne saurait être plus vicieuse, les murs sont faits avec l'argile pure, rarement sont-ils enduits même dans l'intérieur. Presque aucune habitation de ce genre n'est pavée ni carrelée, une porte de 16 décimètres de haut sur 1 mètre de large, quelquefois une petite fenêtre de 25 à 40 cm au carré, sont les seules ouvertures par où l'air puisse circuler. » En 1823, un article paru dans l'annuaire du Genêt se montrait très sévère à l'égard du paysan creusois, qui, rarement apporte les moindres soins dans le choix du lieu qui doit recevoir son habitation. Il bâtit indifféremment sur un sol exposé au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, sur un lieu sec et élevé, dans un endroit bas et humide, au voisinage des eaux courantes et dans un lieu marécageux. Communément, chaque maison se compose d'une pièce basse et mal éclairée, surmontée d'une chambre de même étendue, rarement habitée. Cet appartement a 1 ou 2 ouvertures, situées l'une vis-à-vis de l'autre, qui servent tout à la fois de porte d'entrée et de passage pour l'air et la lumière. En 1861, le docteur Cressan faisait écho à ce jugement en déclarant devant ses collègues du Conseil départemental d'hygiène de la Creuse : les habitations sont construites en pierre et en mortier de terre dans lequel on ne fait que très rarement entrer une petite proportion de chaux. Elles ne se composent généralement que d'un rez-de-chaussée, formé d'1 ou 2 pièces dont l'élévation ne dépasse guère 2,30 ou 2,40 mètres. Une porte, une petite croisée et une vaste cheminée forment les moyens d'entrée, d'éclairage et d'aération. Ainsi, sous la Restauration, parmi les 35 maisons des villages de Lioret et de Puy-Mercier situés sur le territoire de la commune de La Rochette, 22 ne possédaient qu'une seule pièce, et pour 9 de celles-ci la porte d'entrée constituait la seule ouverture. Certes, à partir de 1880 des améliorations apparurent, la maison gagna peu à peu en dimension et en lumière intérieure, et la toiture de chaume recula devant la tuile et l'ardoise, mais dans l'ensemble, les permanences l'emportèrent largement sur les évolutions, et à la fin du XIXe siècle l'écrivain régionaliste Foreau remarquait que les habitations de la région de Tulle étaient toujours mal ordonnées, même malsaines. Elles manquent d'aérage, de lumière et surtout de propreté. En 1903, un auteur de récits de voyage allait même jusqu'à oser une comparaison avec des huttes de sauvages. Dans le logement que parfois une simple cloison de torchis séparait de l'étable, et qui n'était presque toujours constitué que par 1 ou 2 pièces en rez-de-chaussée, au sol de terre battue parfois recouvert de larges dalles de pierre et plus rarement planchéiées, avec des lames de châtaignier larges de 20 à 30 cm, la fumée du foyer qui ne trouvait pas d'apostrophe, issue par une cheminée vicieusement disposée déposait sur les murs une sorte de suie, de vernis noir qui obscurcissait le jour et attristait l'habitation. Le mobilier qui l'occupait se limitait à peu de choses. Une table en bois de chêne ou de châtaignier, un grand banc, un coffre souvent reçu comme cadeau de noces, une huche, la mets, dans laquelle on pétrissait la pâte et qui en temps ordinaire servait de garde-manger, parfois une vieille armoire dont les serrures gémissaient quand on l'ouvrait mais qui constituait un meuble de prestige social, et des lits. Pour le docteur Thomas Duris qui exerçait à la fin du XIXe siècle dans le canton d'Émoutier,
87, ceux de cette région étaient détestables. Ce sont de véritables alcôves ressemblant à des armoires garnies d'épais rideaux, situées à une telle hauteur du sol que pour examiner le malade, le médecin se trouve dans une position défectueuse, occupant le plus souvent la pièce où se tient d'ordinaire la famille, pièce dont l'air est vicié par la respiration ou par la fumée du foyer, habitée le plus souvent par plusieurs personnes qui s'y calfeutrent pour ainsi dire. Ces lits présentent de sérieux inconvénients au point de vue de la santé, surtout si, comme je l'ai vu, la personne valide partage la couche du sujet malade, pas de paillasse. Pour la remplacer, une simple couche de paille qu'on étend sur des planches. Les plus nécessiteux pour se procurer une paillasse d'une durée plus considérable emploient la feuille de hêtre, pour matelas, de la balle d'avoine renfermée dans de la toile plus ou moins dure, jamais de crin, de laine ou de plume. Devrait au moins une fois l'an refaire le matelas, remplacer complètement la balle d'avoine et nettoyer la toile à l'eau chaude. Bien loin de là, tous les ans après la récolte de l'avoine, la ménagère trie par vannage la balle ancienne, en remet de nouvelles pour remplacer celle qui n'a pu résister à l'opération, et ne fait aucune autre préparation pour la débarrasser des impuretés qu'elle contient. Et que dire de la description que l'on a peine à croire véridique faite par le curé du Vigin, petite commune peu éloignée de Limoges. On a vu souvent dans le même appartement 4 lits montés pour 11 personnes et quels lits. Au-dessus de l'un, un perchoir pour les poules, sous l'autre, un fouillis de toute espèce d'objets, sous un autre un toit à lapin. Le linge sale est jeté sur une planche entre les lits. Tous les observateurs de l'époque ont relevé la présence d'animaux domestiques à l'intérieur des maisons paysannes. C'est par exemple le préfet en poste à Limoges en 1808 qui note que le paysan partage son sombre réduit avec les chèvres, les porcs et les volailles, ou bien juge de Saint-Martin qui quelques années plus tard force un peu le trait en écrivant « Les maisons où logent les cultivateurs ne sont guère mieux construites que les bergeries. Il n'est pas rare d'y trouver les poules juchées sur le grabat du métayer, les enfants, le chien, la chèvre, les oies, les canes couchent pêle-mêle. Le cochon y a pendant tout le jour ses entrées libres parce qu'on est obligé de laisser la porte ouverte pour y voir clair, et cet animal vorace renverse tout ce qui se trouve à sa portée. » Dans ses mémoires, Marie Capelle bourgeoise qui, après avoir vécu dans la grande société parisienne, séjourna quelques mois dans la Corrèze de la monarchie de Juillet après son mariage avec Charles Lafarge, maître de forge au Glandier, entre Uzerche et Pompadour, avant d'être emprisonnée pour l'empoisonnement de son mari, avoue avoir été très surprise d'avoir vu que dans la pièce d'habitation des fermes limousines Q'. Elle dépeint comme étant toujours noire, sale et dérangée. Les poulets se promènent sur les tables, les enfants y pleurent, les chiens et les chats y abondent, y établissent leur domicile. Plusieurs décennies plus tard, Foreau constatait toujours que les porcs, la volaille, sont trop souvent les compagnons de la ménagère. Ces fermes limousines généralement mal construites, humides, où l'air et la lumière ne pénétraient que par la porte ou par une petite croisée, ne disposaient généralement pas de lieu d'aisance. Les gens allaient se soulager derrière les haies, à proximité de la maison ou dans les champs, et vu que les excréments étaient rarement enfouis mais laissés sur place ou jetés n'importe où, sur le tas de fumier de préférence, les porcs qui les trouvaient et les dévoraient se retrouvaient ladres en cas de présence de fragments de ténia. Les cochons limousins avaient ainsi la fâcheuse réputation d'être les plus parasités de France, et à plusieurs reprises, des maires en interdirent l'entrée dans leur ville. Quand exceptionnellement existaient des cabinets, ils étaient situés hors de la maison, et les excréments tombaient le plus souvent non pas dans des seaux ou des tonneaux, mais dans des fosses creusées à même le sol et d'où s'échappaient tous les liquides. Comme l'usage des vases nocturnes était pour ainsi dire inconnu, il fallait en pleine nuit sortir en chemise et pieds nus, et ne pas craindre d'affronter éventuellement le vent, la pluie ou le froid. En Périgord, beaucoup d'habitations de paysans modestes présentaient les mêmes défauts que celles du Limousin. Au début du consulat, le marquis de Fayolle décrit celles des métayers. Elles sont peu aérées, petites et peu commodes. Une cuisine où couche une partie des habitants, une chambre à côté et un grenier au-dessus. Telle est à peu près la composition de toutes les métairies. C'est dans une telle maison petite et au mobilier très restreint que Jeanne Leroy fait vivre Jacou au début du règne de Louis XVIII. Il n'y avait qu'une chambre qui servait de cuisine et de tout, comme c'est assez l'ordinaire dans les anciennes métairies de notre pays. On n'y voyait guère non plus, car il n'y avait qu'un petit fenestrou fermant par un contrevent sans vitre, de manière que lorsqu'il faisait mauvais temps et qu'il était clos, la clarté ne venait qu'un petit peu au-dessus de la porte et par la cheminée large et basse. Joints à ça que les murs étaient sales,
et le plancher du grenier tout noirci par la fumée, ce qui n'était pas pour y voir plus clair. Dans un coin touchant la cheminée, était le grand lit de grossière menuiserie où nous couchions tous les trois. Et au pied du lit, à des chevilles plantées dans le mur, pendaient quelques méchantes hardes. Du côté opposé, il y avait un mauvais cabinet tout troué par les vers, auquel il manquait un tiroir, et dont un pied pourri était remplacé par une pierre plate. Dans le fond, la maie où l'on serrait le chanteau, sous la maie une tourtière à faire les miasses. À l'entrée, près de la porte, était dressée l'échelle de meunier qui montait à la trappe du grenier. Dans un autre coin était l'évier, et au milieu une mauvaise table avec ses 2 bancs. Aux poutres pendaient des épis de blé d'Espagne, quelques pelotons de fil, et c'était tout. La maison avait été pavée autrefois de petits cailloux, mais il y en avait la moitié toute dépavée, ce qui faisait des trous où l'on marchait sur la terre battue. À l'automne 1875, un voyageur qui parcourt la Double, région aux nombreux étangs situés à l'ouest du département, traverse des hameaux de 8 à 10 feux constitués par des habitations basses faites de bois et de torchis, à l'aménagement intérieur très rudimentaire qui abrite les hommes et les animaux simplement séparés la plupart du temps par de grossiers treillages qui laissent passer les exhalaisons fétides. Un jour, le hasard le fait ainsi entrer dans une chaumière n'ayant qu'une porte, pas de fenêtre, pas de cheminée, dans un coin un âtre où se fait la cuisine mais dont la fumée s'échappe comme elle peut à travers les interstices d'un toit couvert de chaume. Un lit dans lequel sont couchés le mari, la femme, 2 enfants. 2 ânes vivent sous le même toit. Leur demeure n'est séparée de celle de la famille que par une commode et un coffre. Dans les bourgs et les villes existaient certes des maisons pimpantes, très bien tenues, comme celle du faubourg d'Alverge à Tulle où résidait une petite bourgeoisie artisanale et commerçante, mais l'avantage d'un logement sain n'était échu qu'à une petite minorité de la population. Dans les premières années du XIXe siècle, le quartier de Nontron 24, appelé Le Fond, n'était composé que d'habitations basses où résidaient des gens peu aisés. Une écurie au-dessus de laquelle se trouvait une chambre qui recevait le jour par une petite fenêtre donnant sur la rue et que surmontait un grenier. Telles se présentaient la plupart d'entre elles qui semblent toutefois avoir été moins déplorables que ces logis humides, froids, et ouverts à tous les vents loués aux ouvriers à Saint-Yrieix, 87. Dans les quartiers anciens du chef-lieu de la Haute-Vienne, la situation était aussi lamentable. Des maisons en bois, généralement d'une hauteur démesurée et sans proportion avec la largeur des rues. Les allées sont sombres et fétides. Les marches des escaliers sont étroites et cèdent sous le pied. Les carrés sont encombrés d'immondices. Les chambres sont généralement mal aérées. Leurs murailles sont nues et enfumées ou recouvertes d'un vieux papier qui sert de refuge à des myriades de punaises. Les latrines, lorsqu'il y en a, ont un aspect repoussant. On trouve dans les appartements des vases où séjournent les urines et même les matières fécales. À ces causes d'insalubrité, il faut ajouter l'entassement d'un trop grand nombre de personnes dans des chambres très petites. Telle est la description faite par le Conseil d'hygiène de la Haute-Vienne durant les années 1850. Une étude réalisée un demi-siècle plus tard concluait que dans la capitale de la porcelaine, les habitations ouvrières étaient dans l'ensemble encore plus malsaines que dans d'autres villes ouvrières comme Saint-Étienne, Saint-Quentin ou Troyes. 72% des logements ouvriers y étaient classés surpeuplés et insuffisants, contre par exemple 70,5% à Saint-Étienne. À l'aube du XXe siècle, l'insuffisance spatiale et hygiénique constituait le caractère distinctif de beaucoup de logements occupés par des ouvriers porcelainiers. Un architecte limousin en fit alors une effrayante description. Dépeignit les familles grouillantes dans des sortes de huttes, dans des cabanes à lapins, bien inférieures aux demeures des troglodytes, encombrées par des monceaux infects de détritus. Parla de l'atmosphère empestée de ce local, décomposée par la tiédeur d'un fourneau de fonte qui enveloppe toute chose d'acide carbonique et de cette puanteur nauséabonde qui rend l'air irrespirable et propage les maladies les plus terribles. Et que dire des véritables taudis où se déroulait l'existence des très riches familles de bouchers regroupées au cœur de la cité dans la rue de la Boucherie et la rue Torte, et qui, au milieu du Second Empire, suscitaient l'indignation des hygiénistes. Au rez-de-chaussée est la boutique où l'on débite les viandes. Cette pièce est en même temps une cuisine, une fonderie de suif et un atelier de triperie. À côté est l'écurie. Puis derrière la maison est une petite cour où l'on trouve toujours un tas de fumier qui reçoit des résidus organiques de toutes sortes et qui sert de latrine aux habitants. Le grenier est un séchoir de peau verte. Les chambres sont aussi des magasins de graisse, de vessie.
Jusqu'à l'approche du XXe siècle, en Limousin comme en Périgord, les progrès dans le domaine de l'habitat furent peu marqués aussi. En 1859, le sous-préfet de Ribérac 24 écrivait avec sagesse : « Il y a eu bien des améliorations, mais elles sont le résultat du bien-être et du temps qui fait que peu à peu chacun se loge mieux, de même qu'on se nourrit mieux. L'habitude de se mieux loger viendra comme l'habitude de manger de la viande est venue. » Toutes ces déficiences des logements constituaient autant de facteurs qui expliquaient une certaine misère physiologique et affaiblissaient la résistance aux maladies, notamment à la tuberculose qui faisait des ravages dans les villes comme dans les campagnes. 1. 2. Des corps très souvent sales. À la fin du XIXe siècle, un auteur limousin dénonçait d'un terme très vif le mépris que ses compatriotes portaient à la propreté et, d'après lui, un tel état de fait qui occasionnait la gale et autres maladies de la peau expliquait la fréquence dans les campagnes comme dans les villes de la vermine et des puces. La population périgourdine faisait alors preuve de la même désinvolture, de la même indifférence à l'égard des questions d'hygiène corporelle. Et ici aussi, la crasse, la sueur, l'inflammation de la peau se conjuguaient pour produire l'exanthème. Au moins jusqu'en 1914 on fut très rétif aux usages hygiéniques de l'eau. On ne se lavait pratiquement pas, on n'avait pas l'habitude de faire sa toilette. Tout au plus, le matin se débarbouillait-on avec un peu d'eau que l'on prenait dans le creux de sa main et que l'on passait sur sa figure. Et avant de passer à table, sumectait-on les doigts au filet d'eau qui coulait de la coude, godet de bois au manche creux que l'on avait auparavant plongé dans un seau. Et encore, cette toilette des plus sommaires n'était pas toujours accomplie. Au tournant du XIXe et du XXe siècle, des élèves du canton de Bugéa 19 avouaient candidement qu'ils ne se nettoyaient le visage que le dimanche et que leurs parents ne rinçaient leurs mains que pour aller à la messe ou à la foire. Dans la monographie qu'il consacrait en 1911 à la commune de Naves située dans la partie centrale de la Corrèze, Victor Foreau confirmait les propos de ses enfants. « Nos paysans n'ont pas encore compris que la propreté ne coûte rien, et qu'elle assure la santé des hommes et des animaux. En effet, il n'est pas rare qu'ils ne se lavent la figure qu'une fois tous les 8 jours, le dimanche. Et encore faut-il qu'ils veuillent se rendre au bourg ou à une réunion quelconque, dans un village voisin. S'ils restent à la maison, ils pataugent comme toute la semaine la journée entière dans la bouse des vaches et le fumier des porcs, les pieds nus dans leurs sabots. Le purin et la terre leur ont collé un véritable mastic jusqu'à mi-jambe, mais ils se coucheront fort bien sans se laver les pieds ni les jambes. » En 1890, le docteur Villard, secrétaire du Conseil central des Hygiène publique et de salubrité de la Creuse, était offusqué de constater que les parents, les amis, les voisins, qui à tour de rôle, venaient soigner les personnes souffrantes, les faisaient boire, changeaient leur linge et leur donnaient le bassin, négligeaient presque toujours après chacune de ces opérations de se laver les mains, même avant de prendre le repas. Négligence qui bien évidemment jouait un rôle considérable dans la propagation des maladies épidémiques. Même chez les bourgeois les ablutions étaient réduites au minimum, et les hommes ne se rasaient pas tous les jours. Le lavage intégral du corps n'était pratiqué que dans les très grandes occasions car il renvoyait au tabou de la nudité, à l'indécence du sexe et à une religion du péché. Ainsi disait-on que les filles du village de la Chabanne situé à l'extrémité nord du Périgord ne procédaient à une toilette totale qu'une fois par an, la veille de la grande fête patronale du 15 août. Ce jour-là, à la tombée de la nuit, elles se rendaient à la petite rivière nommée le Nozon et dans un coin bien caché, se mettaient entièrement nues avant de se savonner du haut en bas. Dans les campagnes l'usage du bain était totalement inconnu, exception faite des bains de rivière pris lorsque le temps le permettait, mais que les autorités municipales surveillaient de près afin de prévenir tout acte indécent. C'est ainsi qu'en 1860 le maire d'Alassac, 19, réglementait les baignades dans la Vézère. Il est enjoint aux individus qui vont se baigner à Garavet de se munir d'un caleçon ou d'un vêtement remplissant le même but. Il leur est défendu de se promener nus, soit à pied, soit à cheval, sur le pont de Garavet et sur le chemin qui conduit au bain des femmes. Identiques étaient à la même période les préoccupations de la municipalité de Bourganeuf, 23, qui autorisait pendant la saison d'été les bains dans la rivière le Torion et le ruisseau le Verger, mais imposait à tout baigneur d'être revêtu d'un caleçon, et interdisait aux hommes et aux femmes de se retrouver dans les mêmes lieux. Dans les villes traversées par une rivière, à Tulle, à Brive, Périgueux, à Limoges par exemple,
Les autorités découvrirent aussi durant les premières décennies du XIXe siècle que la pudeur des promeneuses pouvait être offensée par des hommes nus qui piquaient une tête dans l'eau, et elles s'empressèrent de prendre toutes les décisions nécessaires. Les habitants de Limoges disposaient également d'établissements de bains publics. En 1828, il en existait 3 dont l'un se trouvait au bord de la rivière. Le plus chic était celui des bains chinois, qui se situait dans l'élégante rue des Blancs-Manteaux. Le propriétaire était très fier de sa luxueuse installation dans laquelle on pouvait même se restaurer, mais où les prix étaient souvent plus élevés que le salaire journalier moyen de l'ouvrier limougeaud. Vers 1860, 4 étaient en activité, 2 à l'intérieur de la ville, et 2 autres sur les bords de la Vienne le long desquels se situait également un bain froid en pleine eau ouvert en 1856 et qui, quelques années plus tard, avait acquis la faveur publique et recevait annuellement 40 000 personnes appartenant à tous les groupes de la société. Inversement, toutes les étuves ne bénéficiaient pas d'une bonne réputation. Selon un almanach, beaucoup de gens répugnaient à les fréquenter vu que le confortable et le respect des convenances y sont passablement inconnus, qu'aucune ligne de démarcation n'y sépare le côté des dames de celui des hommes, que les minces cloisons séparant les cabines se trouvaient toutes criblées de Judas mal dissimulés et salies d'inscriptions érotiques gravées et burinées jusque dans les baignoires elles-mêmes. La malpropreté de la très grande majorité de la population peut être expliquée par des raisons matérielles. L'eau que l'on devait tirer du puits ou aller chercher à une source ou à une fontaine plus ou moins éloignée devait être économisée. Le savon coûtait cher. L'habitat populaire qui ne comportait souvent qu'une pièce n'offrait aucune intimité pour les ablutions. Mais d'autres motivations jouaient un rôle beaucoup plus important. D'un point de vue psychologique, les comportements étaient régis par les attitudes collectives à l'égard du corps, et d'autre part on était accoutumé à un système de normes, à un certain mode de vie qui intégrait la tolérance à la saleté, et toute innovation apparaissait comme une rupture avec des habitudes séculaires que venaient renforcer certaines croyances et les vieux préjugés ancestraux. De nombreux paysans ne considéraient pas la propreté comme un bien, et étaient persuadés que la crasse faisait obstacle à la maladie à tous les âges de la vie, mais tout particulièrement durant les premières années. Les mères de famille étaient ainsi nombreuses à penser que les poux protégeaient leurs enfants de nombreuses affections, puisqu'ils nettoyaient le sang. Aussi les laissaient-elles pulluler sur la tête de leur progéniture. À ceux qui, au début du XXe siècle, s'enhardissaient à donner des conseils d'hygiène aux parents, il était encore souvent répondu ces dictons: « Melus effens sunt sales, miel se fon » plus les enfants sont sales, mieux ils se portent, ou dins la pella la brava filias, dins lus pelou lus beus garçou, dans les chiffons s'élèvent les belles filles et les beaux garçons. Si ce que certains ont appelé l'ancien régime de l'hygiène individuelle dura bien après 1914, et même en certains lieux après 1940, une évolution certes très lente peut toutefois être discernée à partir de la fin du XIXe siècle du fait des efforts déployés suite aux découvertes pastoriennes, par la Troisième République désireuse de mettre en place des normes nouvelles et un code hygiénique dont le but était d'améliorer, outre la santé publique, la moralité elle-même car comme le disait le Creusois Martin Nadeau, maçon devenu homme politique, l'hygiène est moralisatrice, j'ai toujours remarqué que les hommes qui se tiennent propres, comme ceux qui s'adonnent au travail, sont presque tous de bons citoyens et de bons pères de famille. Dans cette politique volontaire de l'hygiène un rôle très important était dévolu à l'enseignement primaire, car après avoir acquis la familiarité avec l'eau et le goût d'être propre, les enfants transmettraient ensuite à leurs parents, à leur entourage, puis plus tard à leurs propres enfants les comportements nouveaux. Les leçons reçues par les écoliers permettraient ainsi de contrer peu à peu les habitudes vicieuses des campagnes. L'éducation hygiénique que Jules Ferry fit figurer en 1882 parmi les matières obligatoires en remplacement de l'instruction religieuse devait se faire par les livres de lecture courante, des récitations, des rédactions, des leçons rattachées au programme des sciences et de la morale, mais aussi de manière plus concrète par des visites de propreté extérieure, des contrôles de la chevelure, des mains, du cou, des oreilles que les instructions officielles recommandaient de pratiquer au moins une fois par semaine et qui pouvaient parfois donner lieu à quelques coups de règle infligés par l'instituteur sur les doigts sales porteurs de microbes pathogènes. Mais dans la pratique, le maître se voyait souvent dans l'obligation de transiger avec les habitudes locales, et la très grande majorité des écoles ne disposaient que d'installations sanitaires déplorables contre lesquelles s'indignaient les médecins hygiénistes.
Comment en effet apprendre aux élèves à être propres quand aucun point d'eau ne se trouvait dans l'enceinte scolaire, et que des lieux d'aisance édifiés au fond de la cour de récréation et parfois dépourvus de fermeture efficace, se dégageaient des odeurs nauséabondes. D'autre part, l'hygiène corporelle enseignée et contrôlée ne concernait que les mains, le visage, éventuellement les pieds, c'est-à-dire les parties visibles et décentes du corps. Elle ignorait totalement les parties cachées, la région anale et les parties génitales. 1. 3. Des vêtements couramment inconfortables et malpropres. Dans les premières décennies du XIXe siècle, les hommes du peuple des campagnes du Périgord avaient l'habitude de porter pendant longtemps le même linge. Généralement, ce n'était qu'après plus d'un mois d'usage que la chemise confectionnée avec les produits locaux, maculée de boue et de crasse, était passée à l'eau. Peu avant 1900, les travailleurs ruraux de la région des Moutiers, 87, se comportaient de la même manière. Pendant des semaines, ils conservaient sur leur peau leur rude chemise de chanvre qu'ils gardaient pour dormir, qui provoquait des irritations locales et qui, lors des grands travaux de l'été, retenait la sueur et toutes sortes de poussières, formant ainsi au contact du corps un enduit crasseux. Ne pas changer de linge constituait un préjugé que le comité d'hygiène de l'arrondissement de Brive jugeait en 1871 aussi absurde que pernicieux, et qui se révélait particulièrement néfaste pour les personnes souffrantes et alitées, car en leur donnant du linge blanc de lessive, on risquait, croyait-on, de leur faire prendre froid et de causer leur mort. De ce fait, jusqu'à leur guérison, les malades croupissaient dans les mêmes draps et le même linge. Docteur dans la montagne Limousine, à l'approche du XXe siècle, Thomas Duris s'élevait contre le port par les femmes, d'une accumulation de jupons destinés à remplacer le pantalon absent, mais qui, par son poids, amenait à la longue un abaissement de l'abdomen et provoquait des affections utérines. Aux paysannes, il recommandait aussi de ne plus attacher les longs bas de laine par des cordes ou des lacets, au niveau du mollet, ce qui les prédisposait aux varices, mais de les fixer au-dessus du genou par des jarretières élastiques ou par des fils de laine. Aux hommes qui, généralement, ne portaient pas de sous-vêtements, en particulier de caleçons, il reprochait l'usage d'un pantalon de drap grossier qui, par ses frottements réitérés, causait un érythème indéfiniment entretenu. Dans les villes où jusque dans les années 1900, hommes et femmes, même de la petite bourgeoisie, ignorèrent la chemise de nuit, les familles ne procédaient au changement de linge qu'au mieux une fois par semaine, généralement le dimanche, et les vêtements journaliers des habitants étaient loin d'être toujours propres. À en croire un jeune officier venu préparer à la fin de la Restauration la défense de Limoges, les bouchers de la ville qui semblaient se complaire dans la plus excessive malpropreté, ne prenaient même pas toujours la peine de se changer pour se rendre dans les réunions et les fêtes publiques, et se présentaient avec des habits qui répandaient d'une odeur si désagréable qu'ils éloignaient d'eux tous les individus, y compris ceux qui étaient le moins sensibles à cet inconvénient. 2. Insalubrité des villages, des bourgs et des villes. Tous les observateurs bourgeois qui, jusqu'à la Grande Guerre, et même parfois au-delà, parcoururent les campagnes du Limousin dénoncèrent à l'envi la saleté de la plupart des villages, la mauvaise hygiène de l'espace rural, réalité qui n'avait guère changé depuis des siècles. À proximité de l'étable et à faible distance de l'habitation trônait le tas de fumier pour lequel on était aux petits soins, car de sa qualité dépendaient en grande partie les récoltes des jardins et des champs. Aussi, aux déjections des animaux ajoutait-on sans cesse des balayures de la maison, des épluchures de la cuisine, des excréments humains y compris ceux des malades alités, des feuilles, de la menue paille. De ce fumier qui en été attirait des nuées de mouches suintait d'un purin qui se mêlant avec l'eau de pluie, constituait une mare infecte qui la plupart du temps se déversait en partie dans le puits familial. Pour augmenter la quantité d'engrais organiques disponible, l'habitude était aussi d'étaler dans les chemins, et jusque devant l'entrée des fermes, des fougères, des ajoncs, des herbes que piétinaient les animaux, vaches, cochons, brebis et qui pourrissaient lentement dans un infâme liquide noir. Aussi répandue en Périgord qu'en Limousin, cette pratique était ainsi explicitée par le maire de Belvès qui, dans l'enquête de Cyprien Brard, écrit que les fumiers sont ceux qui proviennent de la paille ou bruyère ou feuilles tombées des arbres qu'on étend devant les carrières. Francisation du mot occitan signifiant rue, ruelle, des maisons, des colons ou métayers, ou chemins en hiver pendant la durée duquel on les laisse pourrir. L'insalubrité des bourgs et des petites villes n'était pas moindre que celle des villages. Dans la galerie des contemporains illustres rédigée en 1848,
la petite cité de Pierre-Buffière 87, où était né le chirurgien Dupuytren, est présentée comme un petit bourg situé à 4 lieues de Limoges qui ressemble à la plupart des bourgs du Limousin, c'est-à-dire qu'ils est pauvre, boueux, mal bâti, encombré de quadrupèdes et de volatiles, chiens, cochons, oies, canards, poules, qui errent librement sur la voie publique. Souillés par les déjections des animaux qui y circulaient en toute liberté, les rues, le plus souvent non pavées mais simplement en terre battue, l'étaient aussi par les immondices des habitants. En 1805, le maire de Guéret se faisait à plusieurs reprises vertement rappeler à l'ordre par le préfet de la Creuse qui ne pouvait tolérer que dans le chef-lieu de son département, femmes, enfants et domestiques puissent en plein jour vider par les fenêtres les ordures les plus infectes. En juin 1843, le médecin des épidémies de la région de Dun-le-Palteau attribuait aux boues stagnantes des rues de ce gros bourg creusois, auxquels se mêlaient les détritus d'animaux abattus sous la halle transformée en abattoir public, l'origine de la maladie qui frappait alors un grand nombre de personnes. En 1865, un membre du conseil d'hygiène de Bellac, 87, s'emportait contre la mauvaise habitude qu'avaient de nombreux habitants de jeter leurs excréments par les fenêtres une fois la nuit tombée. Encore en 1888, à Sarlat 24, comme à Nontron, pourtant siège d'une sous-préfecture, l'absence de latrines dans de nombreux logements conduisait leurs occupants à lancer leur matière fécale sur la voie publique. Durant tout le siècle, des amas de fumier ne cessèrent de se dresser devant les portes de beaucoup de maisons, allant presque parfois jusqu'à obstruer certains passages. En vain, les autorités municipales s'efforcèrent de les faire disparaître et de faire respecter des consignes de propreté. D'une période à l'autre, les arrêtés succédaient aux arrêtés, sans qu'il n'y ait aucun progrès. Le 21 prairial en 10 juin 1803, le maire des à Lassac, important bourg des environs de Brive, ne donnait que 24 heures aux propriétaires des maisons qui bordaient les rues pour enlever tous les fumiers, mais en 1811 le premier magistrat de la commune ne pouvait que constater que ces personnes avaient toujours coutume de jeter de la paille et autres matériaux pour faire des fumiers non seulement pendant l'hiver, mais même pendant l'été, ce qui infectait l'air. Aussi, en 1837, un nouveau règlement de police municipale ne permettait de faire du fumier dans les rues que depuis le 15 octobre jusqu'au 15 avril. Et encore, les propriétaires devaient-ils le relever tous les samedis de chaque semaine et la veille des jours de foire. Pas plus que les précédents, cet arrêté ne fut suivi d'effet. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.